Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, le colonel Jacques Baud, est avec nous. Bienvenue à nouveau, mon colonel. Merci beaucoup. Bonjour, et merci de m'avoir à nouveau invité dans votre émission. Je suis ravi d'être de retour. Je vais commencer par ce qui se passe en ce moment. Hier, un navire commercial iranien a été attaqué par les États-Unis. Ensuite, ils ont pris le contrôle du navire et l'Iran a déclaré qu'une réponse allait venir. Je pense que ça pourrait arriver aujourd'hui. Mais au fond, ce qui se passe, c'est que l'Iran essaie de lever le blocus américain. D'une manière ou d'une autre, ils envisagent la fin du cessez-le-feu. Ils comptent forcer les États-Unis à quitter la région en leur tirant dessus. Quelle est, selon vous, la situation actuelle? L'autre point, c'est qu'hier, les États-Unis, Donald Trump et son administration ont en gros annoncé, si on regarde Fox News ou CNN, tout l'ont rapporté, qu'il allait y avoir un deuxième cycle de négociations à Islamabad. Des négociations directes, où J.D. Vance, accompagné de Steve Vetkov et de Jared Kushner, devait s'y rendre. Selon ces informations, il partirait aujourd'hui, dimanche et lundi, pour qu'elles commencent mardi et se poursuivent jusqu'à mercredi. Mais jusqu'à présent, l'Iran a dit non, il n'y aura pas de négociation et la délégation iranienne ne se rendra pas sur place. Quelle est selon vous la situation actuelle? Eh bien, tout d'abord, quand on parle du blocus, ou plutôt des blocus au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, à différents niveaux, c'est fascinant de voir à quel point les Américains peuvent oublier leurs propres objectifs. L'idée même des discussions, des entretiens que nous avons eus les 10 et 11 avril à Islamabad, c'était justement de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert. Et c'est pour cette raison que les Américains ont proposé un cessez-le-feu, en échange d'un dialogue sur une solution au problème. D'ailleurs, c'est aussi pour cela qu'il y a eu le plan en 10 points présenté par l'Iran que Donald Trump avait qualifié de base de travail possible pour la discussion, et dont il avait apparemment accepté certains points. On ne sait pas exactement lesquels, mais apparemment, il y a eu des avancées positives, du moins d'après ce qu'on a entendu des deux côtés. En fait, des Américains et des Iraniens. En tout cas, dès que le cessez-le-feu a été déclaré, et donc que le détroit d'Ormuz a été rouvert, les Israéliens ont lancé leur opération au Liban. Et ça a provoqué, en gros, l'effondrement du cessez-le-feu. Autrement dit, du côté iranien, on a dit « Très bien, on arrête, on referme le détroit d'Ormuz ». Les Américains, eux, ont alors fait pression sur les Israéliens pour qu'ils engagent un processus de négociation afin d'obtenir un cessez-le-feu au Liban, même si ce cessez-le-feu avait déjà été décidé auparavant. Parce que ce qui avait été convenu le 7 avril pour commencer le 8, c'était un cessez-le-feu pour toute la région. Ça veut dire l'Iran plus le Liban. C'est ce qu'a confirmé le Premier ministre pakistanais. Donc on sait qu'Israël a en gros rompu le cessez-le-feu. Voilà ce qu'on sait. Les Américains ont essayé de remettre les Israéliens sur la bonne voie. Mais au lieu de chercher à arranger la situation et à reprendre le cessez-le-feu comme prévu, ils ont décidé d'ajouter une nouvelle couche au problème, en imposant leur propre blocus du Golfe Persique. Du coup, on se retrouve avec une situation où personne ne sait vraiment ce qui se passe si on traverse le détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont déclaré qu'ils laissaient passer leurs amis. Et il reste cette idée qu'il faut payer quelque chose pour pouvoir franchir le détroit. Mais en gros, les Iraniens ont mis en place une sorte d'autorisation sélective ou un système de filtrage, si on veut, pour entrer dans le détroit d'Ormuz. Les Américains, on ne sait pas vraiment quelles sont leurs règles. Au départ, ils ont levé les sanctions sur le pétrole iranien,
et aussi sur le pétrole russe d'ailleurs. Parce que tout l'objectif, avec à la fois le cessez-le-feu et la réouverture du détroit d'Ormuz, c'était de stabiliser le marché du pétrole. C'était ça, le but. Et ça explique aussi toutes les déclarations de Trump du genre « on trouve une solution, tout va bien, on va tout rouvrir » et ainsi de suite. Tout ça, c'est fait pour rassurer le marché pétrolier. Et la levée des sanctions va dans le même sens. Mais maintenant, on voit qu'apparemment, les Américains bloquent toujours tout. Ils ont arrêté le navire iranien. Donc on ne sait pas vraiment quelles sont les règles. L'effet, très probablement, va encore déstabiliser le marché du pétrole. Et pas seulement celui du pétrole, mais aussi d'autres marchés commerciaux. Parce que l'hélium, le tungstène et tous ces matériaux qui passent normalement par le détroit d'Ormuz ne peuvent plus le faire. L'aluminium aussi d'ailleurs. On se retrouve donc dans une situation très confuse où personne ne sait vraiment à qui se fier. Et les Américains, en changeant sans arrêt de politique, je veux dire d'un jour à l'autre, on ne sait jamais vraiment quel est le statut réel de leur position. Ils créent un problème sur l'ensemble du marché. Vous savez, en économie, ce qu'on cherche avant tout, c'est la stabilité. Parce que l'instabilité provoque en réalité des problèmes de prix, et c'est elle qui crée la plupart des difficultés. Donc non, on ne sait pas vraiment ce qui se passe exactement. Beaucoup d'acteurs ont peur de traverser le détroit d'Ormuz. Ce qui veut dire que, même si les Américains autorisent certains pays ou certains navires à y passer, les gens n'oseront pas le faire, parce qu'ils ne savent pas s'ils pourront en ressortir. Ils ne savent pas à quel prix non plus. Du coup, les compagnies d'assurance découragent les gens d'y aller. SFAO. Et même les acteurs eux-mêmes, ils disent qu'ils ne veulent pas prendre le risque. Donc, on se retrouve avec une situation extrêmement volatile. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Parce qu'en fait, si les Américains étaient restés sur la voie précédente, c'est-à-dire le cessez-le-feu qui avait été décidé, et comme je l'ai dit, le fait de remettre Israël sur la bonne trajectoire, tout en maintenant ce qui avait été convenu, eh bien, ça aurait été la meilleure voie possible vers une négociation positive. Mais à force de changer d'avis tous les jours, ils perdent en crédibilité, surtout vis-à-vis des Iraniens. Et puis, il y a toute la question du deuxième cycle de négociations à Islamabad. Là, on a deux éléments. D'abord, les Américains ont eux aussi changé d'avis plusieurs fois sur le fait d'envoyer ou non une délégation à Islamabad. Et puis j'ai entendu dire qu'ils allaient envoyer Steve Witkoff et Jared Kushner et que J.D. Vance ne viendrait pas. Ensuite, on a dit que finalement, il viendrait. Donc encore une fois, on ne sait pas vraiment ce que les Américains préparent. Et ça rend les choses extrêmement compliquées. Maintenant, du point de vue iranien, les Iraniens ont eu une mauvaise expérience. Je crois qu'on avait déjà abordé cette question la dernière fois, si je ne me trompe pas. En tout cas, les Iraniens ne font pas confiance à Jared Kushner ni à Steve Witkoff. Ce ne sont pas vraiment des négociateurs. En réalité, ce sont simplement des messagers, et des messagers dans le cadre de l'accord ou du type d'accord que Trump souhaite. Autrement dit, vous venez, vous apportez un message à votre interlocuteur. Vous dites, on veut ça, et si vous ne le faites pas, on vous frappe. Ça, c'est du chantage, tout simplement. Ce n'est pas une négociation, c'est du chantage. Le soi-disant art de la négociation de Donald Trump, ce n'est rien d'autre que du chantage. Point final. C'est une seule proposition. Vous acceptez ou vous refusez. Mais si vous refusez, on vous détruit. Ce n'est pas une négociation. Lors du dernier cycle de discussion, on peut remonter à février, quand les Iraniens faisaient face à Jared Kushner et Steve Witkoff à Genève. Là encore, ce n'était pas une négociation. Ça n'a absolument rien apporté, même s'il y avait quelques signes positifs. Mais au final, ça n'a mené nulle part.
En réalité, ça a conduit à l'opération du 28 février. Alors, la dernière série de négociations à Islamabad n'a rien apporté de nouveau, rien de plus. Et maintenant, les Américains veulent une autre série, enfin une deuxième série à Islamabad. Les Iraniens, eux, ne sont peut-être pas intéressés, juste pour négocier pour le principe. Je veux dire, les Iraniens, et Araghchi l'a clairement dit, considèrent qu'une négociation, c'est quand deux parties arrivent avec leurs propositions. Chacune met ses idées sur la table et on cherche ensemble comment rapprocher ces deux positions pour parvenir à un résultat commun. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Et c'est aussi pour cette raison que la dernière fois à Islamabad, d'ailleurs, les Iraniens s'attendaient à rester plus longtemps qu'une seule journée. Après seulement 21 heures, les Américains ont décidé de partir. Mais la délégation iranienne, elle, semblait prête à rester encore quelques jours. Ils étaient prêts à rester pour avoir une vraie discussion. Je veux dire, on est dans une discussion complexe. Et ce genre de négociation demande normalement de la patience, des jours, parfois des semaines ou même des mois, pour trouver une harmonie, une compréhension commune du problème, une solution commune au problème. Là, les Américains, eux, sont très impatients. Et si c'est la même chose, il est probable que les Iraniens n'aient plus envie de parler à ces deux agents immobiliers qui n'ont aucune vraie compréhension des négociations politiques et diplomatiques à cause de la mauvaise expérience précédente. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est que les Iraniens ne sont pas vraiment favorables à l'idée d'un cessez-le-feu. C'était une idée qui a été, disons, plus ou moins décidée. Enfin, pas vraiment décidée, mais plutôt proposée par les Américains en passant par le Pakistan. Cette idée d'un cessez-le-feu, puis ensuite d'une discussion autour de la proposition, le plan en 10 points. Mais encore une fois, les Iraniens ne sont pas très enthousiastes. Ils ont accepté l'idée, oui, mais ce n'est pas leur préférence. Ils savent qu'un cessez-le-feu n'a qu'un seul but, renforcer la partie la plus faible, c'est-à-dire Israël et la présence américaine au Moyen-Orient. En gros, on a une situation très similaire à celle de l'Ukraine avec les Russes. Les Russes ont dit « Nous n'avons pas besoin d'un cessez-le-feu, nous avons besoin d'une négociation. Et cette négociation doit viser la paix, pas une simple pause dans le conflit. » Et je pense que c'était au départ la position des Iraniens. Pour être honnête, je n'ai pas très bien compris pourquoi l'Iran a finalement accepté ce cessez-le-feu, parce que le problème restait exactement le même. Ils ne veulent pas d'une pause, ils veulent une solution. Et cette solution doit passer par une vraie négociation, qui prendra, comme je l'ai déjà dit, des jours, des semaines, des mois, voire des années. Mais au moins, il y a un processus, un engagement des États-Unis à participer à ce processus. Et c'est ça que veut l'Iran. Donc, ce cessez-le-feu n'allait clairement dans l'intérêt de personne. Il a simplement permis aux Américains de reconstituer le stock de missiles manquant en Israël. Point final. Deuxième chose, aujourd'hui, vous savez, le camp qui demande un cessez-le-feu, une pause ou une négociation, c'est en général le camp le plus faible. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Ce sont les Américains qui ont demandé la pause. Les Américains ont demandé, depuis le 21 mars, un cessez-le-feu, une pause, des négociations, tout ça. Les Iraniens savent très bien que les Américains ne cherchent pas une vraie solution au problème. Ils veulent simplement gagner du temps. Et ça, ce n'est pas ce que veulent les Iraniens. En réalité, ce sont les Iraniens qui dominent la situation. Ils ne sont pas vraiment enclins à accepter un cessez-le-feu. Ce qu'ils veulent, c'est une solution. Si les Américains veulent un cessez-le-feu, ils doivent montrer qu'ils veulent vraiment résoudre le problème. Et jusqu'à présent, les Américains n'ont pas donné cette preuve. Les Iraniens, eux, sont prêts à se battre.
Ce qu'on entend venir d'Iran, c'est exactement ça. Ils sont prêts à continuer le combat parce qu'ils veulent une vraie solution. Et je pense qu'accepter le cessez-le-feu a probablement été une erreur du côté iranien. Colonel, il y a tout juste quelques instants, on a vu tankertrackers.com parler de pétroliers liés à l'Iran, qui ne sont pas encore sous sanctions américaines et qui continuent de circuler librement dans la région. Et ce n'est pas seulement ça. Ils essayent aussi de compliquer la tâche aux Iraniens, parce que le blocus iranien, vise à empêcher, ou du moins à rendre difficile pour l'Iran, le fait d'envoyer ou de recevoir quoi que ce soit à l'extérieur de la région. C'est bien là le problème qu'ils posent. Je ne sais pas combien de temps ils vont pouvoir continuer comme ça. Dès que le cessez-le-feu prendra fin, ce sera extrêmement difficile pour les États-Unis de maintenir leur position. Est-ce bien ça? Eh bien, je ne sais pas exactement, parce qu'il est très difficile de savoir ce que les Américains préparent vraiment. C'est aussi très difficile d'évaluer précisément les capacités de l'Iran, surtout en termes de résilience. Je parle ici de résilience économique, pas de mentalité ou de psychologie, mais bien de résistance économique, concrète. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Iran est un pays qui vit sous sanctions depuis des années. Depuis longtemps, il lui est interdit d'exporter son pétrole et d'autres produits de ce type. Donc c'est un pays qui est habitué à ce genre de situation. Ce qui veut dire que si le blocus s'étend ou s'il y a de nouvelles difficultés pour le transport maritime ou d'autres obstacles du même genre, il est probable que l'Iran puisse tenir le coup. N'oubliez pas qu'en plus de ça, il y a cette ligne de chemin de fer construite entre l'Iran et la Chine. C'est assez important parce qu'elle permet les exportations et les échanges entre la Chine et l'Iran. Bien sûr, ça ne peut pas remplacer totalement le transport maritime, mais malgré tout, ça reste essentiel. Une sorte de bouée de sauvetage, si vous voulez. Et il y en a d'autres aussi, entre l'Iran et la Russie. Donc l'Iran n'est pas isolé et il a la capacité de résister, de tenir face à un blocus plus fort sur le plan maritime. Maintenant, je ne sais pas exactement de quoi les Iraniens sont capables, mais on ne sait pas non plus ce que les Américains préparent, comme je l'ai dit. On ne sait pas vraiment ce que les Américains cherchent à obtenir. Nous savons que les Américains n'ont atteint aucun des objectifs qu'ils s'étaient fixés. En fait, ils sont venus, puis ils ont ajouté de nouveaux buts, de nouveaux objectifs, de nouvelles justifications à leur action. On voit bien que toute l'opération a été menée dans une sorte de confusion intellectuelle, si je puis dire. Et à ce stade, on ne sait pas vraiment ce qu'ils cherchent à accomplir. À mon avis, les Américains sont aujourd'hui dans une logique de sauvetage de leur image. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre, qu'ils ne peuvent pas obtenir une victoire décisive sur l'Iran. Ils savent aussi que l'Iran ne sera pas vaincu, ni détruit, ni quoi que ce soit d'aussi simple que ce qu'ils avaient prévu au départ. Et donc, les Américains ont besoin de se retirer de la région tout en donnant l'impression d'avoir gagné. C'est sans doute ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Ils ont essayé de trouver une solution qui donne l'impression que les Américains gagnent. C'est une façon de masquer leur défaite, si on veut. Et probablement, comme on le sait, pour des gens comme Donald Trump ou même Pete Buttigieg, le problème se situe davantage dans le récit que dans la réalité. Donc c'est beaucoup plus une question de communication, mais de savoir quelle opération de relations publiques on peut monter pour faire croire à une forme de victoire, plutôt que d'obtenir une vraie victoire concrète sur le terrain. Alors peut-être que c'est ça. Je ne sais pas exactement ce que les Américains ont en tête, encore une fois, mais je pense qu'on va sans doute dans cette direction.
Carl, the other problem that is Carl, happening in the Middle East l'autre is problème qu'on voit en ce moment au Moyen-Orient, they're running out c'est du of, côté des pays du Golfe. cash. Ils sont en train de manquer de UAE liquidités, je was dirais. talking about is asking Les the Émirats United arabes States unis, for par an exemple, emergency credit ont line. évoqué l'idée de demander aux États-Unis une ligne de crédit d'urgence parce que le pays est à court d'argent. Et ils disent que si les États-Unis ne peuvent pas le faire, c'est parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent en ce moment. La principale source de revenus de ces pays, c'est le pétrole et l'exportation de gaz naturel liquéfié, le pétrole et tout ce qui va avec. Et dans cette demande, ils disent clairement aux États-Unis, si vous ne pouvez pas nous aider, on se tournera vers la Chine. Et voilà le grand changement qui est en train de se produire. Si la guerre continue et que les États-Unis ne parviennent pas à régler le problème avec les États arabes, tout ce fardeau va retomber sur les épaules des États-Unis. Ce n'est pas seulement une question de ce qui se passe dans la région, parce que toute l'économie de ces pays dépend en réalité des États-Unis. Et au moment où ils auront le sentiment que les États-Unis ne sont pas capables de résoudre le problème, ils vont bouger. Ils vont se tourner ailleurs. Ils n'auront pas d'autre choix que de se rapprocher de la Chine, des BRICS ou de quelque chose de ce genre, une nouvelle orientation en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on parle simplement de la poursuite d'un problème qu'on a déjà identifié, mais sans doute moins sur le plan économique que sur le plan militaire et stratégique. Rappelez-vous que peu de temps après la première frappe d'Israël et des États-Unis, les Iraniens ont attaqué ces bases au Moyen-Orient. Et bien sûr, ces pays-là en ont subi les conséquences. Ils ont compris à ce moment-là que les États-Unis n'étaient pas capables, ou n'avaient pas été capables, de les protéger. Les États-Unis ont utilisé leurs bases, ces bases-là, ce qui a fait d'ailleurs que tous ces pays, comme le Koweït, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, tous ces pays en fait sont devenus des agresseurs. Je vous rappelle la résolution 3314 de décembre 1974 qui définit ce qu'est un agresseur. Fournir des moyens ou aider un pays à en attaquer un autre, ça fait de vous un agresseur. Donc, en réalité, ces pays étaient des agresseurs. Mais les États-Unis n'ont pris aucune mesure pour les protéger. Au contraire, ils ont renforcé la protection d'Israël. Ces pays ont donc montré qu'ils étaient considérés comme jetables du point de vue américain et que la protection qu'ils pensaient avoir de la part des États-Unis n'existait en fait que sur le papier. Et aujourd'hui, on retrouve le même problème sur le plan économique, avec le commerce et tout ce qui va avec. On voit bien que ces pays ne dépendent pas seulement des États-Unis, ils dépendent surtout du commerce, tout simplement. Mais le problème, c'est que si les États-Unis ne parviennent pas à maintenir la paix dans la région, et donc à garantir que le détroit d'Ormuz reste ouvert, cela veut dire, bien sûr, qu'ils affectent indirectement les capacités commerciales de ces pays. Et donc, encore une fois, on en arrive à la même conclusion. Je vous rappelle que dès la première semaine de mars, tous ces pays du Moyen-Orient ont appelé la Russie pour obtenir une forme de médiation ou de soutien. Et aujourd'hui, on voit une implication plus forte de la Chine, une implication diplomatique, ce qui montre probablement que ces pays comprennent qu'être un allié des États-Unis est devenu toxique, parce que les États-Unis poursuivent des objectifs similaires à ceux d'Israël. En clair, être un allié de Washington ne vous place pas dans une zone de sécurité. Cela vous fait entrer dans la sphère de guerre d'Israël. Et ça, je pense que les gens commencent à le comprendre. Et comme vous l'avez justement dit, on assiste sans doute au début d'un changement dans la mentalité des populations.
Parce que si les relations étaient meilleures, enfin, si à la place des États-Unis, c'était la Chine ou la Russie, la région serait sans doute plus paisible. Rappelez-vous que ceux qui ont élaboré l'accord ou le rapprochement entre l'Iran et le monde arabe, en particulier l'Arabie saoudite, mais pas seulement, ont aussi travaillé à la réintégration de l'Iran dans la conférence islamique et à d'autres initiatives de ce genre. Donc, tous ces efforts diplomatiques, ont été menés par la Chine, pas par les États-Unis. Et quand on parle de l'avenir, comme vous l'avez mentionné, on parle d'un groupe de pays, les BRICS, où évidemment le monde occidental n'est pas présent. On parle de la Russie, on parle de la Chine, on parle d'autres pays et entités qui en réalité sont plus pacifiques, qui ne sont pas engagés dans des guerres permanentes, qui n'ont pas d'intérêt particulier en Israël, par exemple, et qui ne sont pas enclins à déclencher des conflits partout, à entretenir cette dynamique de guerre permanente. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump l'an dernier, il n'a pas agi différemment de ses prédécesseurs, vous voyez. D'accord, il a essayé de régler la question en Ukraine, mais il ne l'a pas résolue. Il a juste essayé. Il n'a pas réussi à convaincre les Européens de s'en occuper et il s'est tout simplement retiré. Ensuite, il s'est attaqué à d'autres sujets. En réalité, il a créé de nouvelles crises, celle du Venezuela, celle du Groenland et bien sûr celle de l'Iran, sans parler de la Palestine, où encore une fois, il n'a pas réglé le problème. Il s'est vanté d'avoir obtenu un cessez-le-feu, mais on voit bien que ce cessez-le-feu en Palestine, c'était, enfin, il n'y avait rien de solide derrière. Donc on voit que les Américains ne sont pas crédibles quand il s'agit d'être une puissance pacifique, capable d'encourager le commerce, de stimuler le développement économique et ce genre de choses. C'est tout simplement une puissance qui ne voit pas d'autre moyen d'imposer son hégémonie que par la guerre. Et c'est très étrange. Je veux dire, on le voit bien, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler d'hégémonie à propos de la Chine, mais on constate que la supériorité de la Chine n'a rien à voir avec sa puissance militaire. Elle repose sur ses capacités commerciales, sur sa force dans l'ingénierie et sur bien d'autres domaines encore. Donc, ils n'ont pas besoin d'armes. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, la diplomatie de la canonnière des États-Unis, eux, n'en ont pas besoin pour réussir. C'est sans doute la leçon de cette guerre, et probablement aussi de la guerre en Ukraine, d'ailleurs. Ni les Européens, ni les Américains ne peuvent être crédibles quand il s'agit de paix. Ce sont des va-t-en-guerre, tous autant qu'ils sont. Et en plus, ils sont trop faibles. C'est ça, le paradoxe. Le monde occidental est devenu trop faible pour parvenir à la paix. Il faut être fort pour obtenir la paix. Quand on est faible, on cherche à attaquer partout, à réagir de cette manière. C'est d'ailleurs aussi la logique d'Israël. Parce qu'ils se sentent faibles, ils pensent devoir être agressifs pour garder une forme de supériorité. Faire peur aux autres devient alors un moyen de contrôle, une façon de maintenir l'illusion de la force. Mais en réalité, c'est une preuve de faiblesse. Et on retrouve la même chose chez nous. Prenons l'exemple de l'Iran. Ils n'ont pas besoin d'attaquer les autres pour être forts. En fait, ceux qui attaquent sont les plus faibles. C'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. L'Occident et plus encore les États-Unis. Plus les États-Unis sont affaiblis, plus ils deviennent agressifs. C'est une situation extrêmement paradoxale, mais c'est exactement ce qu'on observe. Et ça va probablement continuer comme ça. En plus, en menant toutes ces guerres, les États-Unis n'améliorent pas leur propre situation intérieure. Je veux dire, ce slogan « rendre sa grandeur à l'Amérique » ne se réalisera sans doute jamais. Parce que rendre sa grandeur à l'Amérique,
Ce n'est pas seulement faire la guerre, c'est avant tout reconstruire une industrie, reconstruire des capacités intellectuelles et des choses de ce genre. Et en réalité, les États-Unis n'ont pas réussi à le faire. À la place, ils investissent leur argent dans la guerre. Ils dépensent, ils gaspillent de l'argent dans la guerre au lieu de l'utiliser pour construire leur propre société. Et on voit exactement la même chose en Europe à une autre échelle. Colonel, il y a essentiellement deux points dans les discussions entre l'Iran et les États-Unis. Le premier, c'est le détroit d'Ormuz. Le second, c'est l'enrichissement de l'uranium sur le sol iranien. À mon avis, ces deux questions relèvent d'une logique de jeu à somme nulle. Parce que, d'après ce qu'on entend du côté iranien, l'Iran ne compte pas renoncer à l'enrichissement de l'uranium sur son propre territoire. À un certain niveau, cette activité doit continuer. Ils sont prêts à discuter du degré d'enrichissement, mais pas de l'enrichissement lui-même. Pour eux, c'est hors de question. Ils n'accepteront rien qui leur soit imposé par les États-Unis. L'un des points clés, c'est le détroit d'Ormuz. L'Iran ne va pas renoncer au détroit d'Ormuz. Ils vont continuer à en garder le contrôle. Et d'un autre côté, si on regarde juste ces deux questions importantes, regardez les médias israéliens. Ils parlent du fait qu'Israël a fixé une ligne rouge sur le nombre de missiles balistiques iraniens autorisés. Ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Je ne vois personne se soucier de ce que dit Israël, parce qu'ils ne font même pas partie des négociations. Pour l'instant, personne ne s'en préoccupe. Mais on sait que Donald Trump reste en contact permanent avec eux, d'une manière ou d'une autre, à travers des discussions ou des échanges. Eh bien, tout d'abord, quand on parle du détroit d'Ormuz, il n'y a pas de doute. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'importance de l'Iran pour le détroit d'Ormuz et celle du détroit d'Ormuz pour l'Iran découle tout simplement de la géographie. On ne peut rien y changer. Le fait est que l'Iran a d'une certaine manière un contrôle potentiel sur ce détroit. Alors, si on veut que ce détroit reste ouvert, il faut entretenir de bonnes relations avec l'Iran. C'est aussi simple que ça. C'est exactement ce que nous avions avant la fin du mois de février de cette année. Il y avait à ce moment-là une liberté de circulation à travers le détroit. Tant que vous ne cherchez pas les problèmes avec l'Iran, il n'y en a pas. Mais la réalité géographique et topographique, c'est que l'Iran a la capacité de fermer le détroit d'Ormuz. Point final. Et ça, vous ne pouvez pas le changer, même par la négociation. Le mieux que vous puissiez faire, c'est dire d'accord, on arrête la guerre et on revient à la situation d'avant février 2026. Voilà la première étape. La deuxième concerne l'enrichissement de l'uranium. Et je crois que le porte-parole des Affaires étrangères iranien a dit que la question de l'uranium est aussi sacrée que la terre d'Iran. Ça peut sembler très appuyé pour des oreilles européennes. Mais en réalité, ce que dit le porte-parole, c'est que la question n'est pas la sainteté de l'uranium, mais le fait qu'il est aussi important que la souveraineté iranienne. C'est pour ça qu'on fait ce lien entre l'uranium et le sol de l'Iran. C'est une question de souveraineté. Et d'ailleurs, l'Iran est signataire du traité de non-prolifération. Et dans ce traité, il est clairement indiqué que les signataires ont un droit inaliénable d'enrichir l'uranium à des fins pacifiques. Et c'est exactement ce que nous avions. Enfin, je veux dire, je ne dis pas que je ne suis pas au courant. Nous savons que l'Iran n'a jamais dépassé l'enrichissement à des fins civiles. Cela veut dire que même 60%, c'est déjà très élevé pour un usage civil. Il existe bien quelques applications possibles à ce niveau d'enrichissement,
mais on reste encore très loin des 94% nécessaires à un usage militaire. En plus de cela, il n'y a absolument aucun signe, aucun, que l'Iran ait changé sa politique consistant à ne pas posséder de bombes nucléaires. Donc, jusqu'à présent, nous savons que l'Iran a toujours enrichi l'uranium à des fins civiles, ce qui reste parfaitement dans le cadre de ce qui lui est inaliénable. Renoncer à la capacité d'enrichir l'uranium reviendrait donc, pour l'Iran, à renoncer à une part de sa souveraineté. C'est aussi simple que ça. Et pour cette raison, toute la question de l'enrichissement, en tant que principe, est clairement une question fondamentale pour l'Iran. Et je comprends parfaitement qu'il ne veuille pas renoncer à cette souveraineté. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a absolument aucun droit pour les pays occidentaux, y compris les États-Unis, d'exiger que l'Iran abandonne cette idée d'enrichissement. Nous sommes donc ici dans un domaine qui, comme je l'ai dit, est quelque chose de très fondamental pour l'Iran. Et si nous voulons que l'Iran reste fidèle à sa politique déclarée de ne pas avoir la bombe nucléaire, alors il ne faut pas attaquer l'Iran. La raison ou la logique pour que l'Iran ait une bombe nucléaire, ce serait justement qu'on attaque l'Iran. Ce que les Israéliens et les Américains ont fait le 28 février, c'est exactement donner à l'Iran une raison d'avoir la bombe nucléaire. Or, on sait que l'Iran ne s'est engagé dans aucun processus pour en fabriquer une. On sait aussi qu'ils n'ont pas enrichi l'uranium à un niveau qui leur permettrait d'avoir une arme nucléaire. D'ailleurs, même s'ils l'avaient fait, il leur faudrait encore du temps avant d'avoir une bombe réellement opérationnelle. Mais ce n'est pas un débat qu'on veut ouvrir ici. Si on veut que la situation reste comme elle est, alors il faut parler à l'Iran, assouplir les sanctions, lever les sanctions, rétablir les relations diplomatiques et entretenir de bonnes relations. C'est la meilleure façon d'assurer la sécurité. Il n'y en a pas d'autre. L'exemple de l'Europe, pas de l'Union européenne, mais de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, le montre bien. Ils ont compris, après 2 guerres mondiales, sans même parler des précédentes, que la meilleure manière d'éviter une 3e guerre mondiale en Europe, c'était d'entretenir de bonnes relations entre eux. Et c'est précisément pour ça qu'ils ont commencé à développer le commerce, la coopération, tout ça. C'est exactement ce qui a rendu l'Europe forte, surtout pendant la période d'après-guerre. Maintenant, il faut avoir le même type de logique au Moyen-Orient, en particulier avec des pays comme Israël et les États-Unis. Ils doivent comprendre que s'ils veulent mettre en place un cadre qui permette le développement économique, plus d'échanges commerciaux et tout ce qui va avec, la meilleure façon d'y parvenir, c'est d'entretenir de bonnes relations. Et ces bonnes relations ne dépendent pas de l'Iran, parce que l'Iran a toujours été, disons que c'est eux qui ont demandé à avoir de bonnes relations avec l'Europe, mais aussi avec l'Occident en général. Le problème, c'est qu'en Occident, surtout aux États-Unis, et c'est très clair quand on écoute des gens comme Lindsey Graham, Bolton et d'autres, qui tiennent un discours très virulent sur l'Iran, ces personnes ont en fait été marquées, voire traumatisées, par ce qui s'est passé en 1979. It's Rizond Rambistream, sige with Rambisthanitha Pro, pour cette époque. Et ça reste, comment dire, la principale façon pour les Américains de comprendre l'Iran. Ils perçoivent l'Iran à travers ces événements. Mais aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, il faut aller plus loin, dépasser cette expérience. Beaucoup de choses ont changé. L'Iran a toujours montré qu'il était tourné positivement. Je veux dire, même pendant la guerre en Irak, l'Iran est resté neutre. Il a même aidé les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Le général Soleimani en est un bon exemple.
les Iraniens ont toujours montré leur bonne volonté pour établir une forme de rapprochement diplomatique avec l'Occident. Le problème, c'est que l'Occident continue d'entretenir ses accusations sur les bombes nucléaires. Et tout ça. On sait pourtant, au moins depuis 2003, que l'Iran ne cherche pas à avoir la bombe nucléaire. We know since at least 2003 that Iran doesn't want to have a nuclear bomb. We know that. I mean, this is in all the reports of the. On le sait. Je veux dire, c'est dans tous les rapports de la CIA et du Bureau du renseignement national aux États-Unis. Donc oui, on le sait. Alors pourquoi continuer à affirmer que l'Iran est sur le point d'avoir la bombe nucléaire? Il n'y a absolument pas la moindre indication de cela. Ce qui veut dire que tout ce qu'on fait contre l'Iran repose uniquement sur des affirmations, sur des allégations. Il est temps que l'Occident mûrisse un peu, qu'il arrête de réagir ou d'agir comme des adolescents. Et c'est exactement ce qu'on voit. Trump, par exemple, n'est pas différent d'un adolescent moyen qui passe son temps sur TikTok et prend ses décisions en fonction de TikTok, de Twitter ou des réseaux sociaux. Voilà tout le problème. Et je pense que ce conflit pourrait peut-être amener un peu plus de maturité. En Europe, l'Occident commence à comprendre l'ensemble du problème. Et on l'a vu en fait, depuis octobre 2023, l'Europe commence à réaliser qu'Israël n'est pas le meilleur partenaire. Ils comprennent qu'Israël n'est pas un partenaire fiable, qu'il n'agit pas de bonne foi, qu'il ne partage pas nos valeurs, pas du tout. Israël n'a aucune valeur commune avec l'Europe occidentale, pas la moindre. Et maintenant on le voit, on l'a vu contre les Palestiniens, et on le voit aujourd'hui contre l'Iran. Parce que, quelle que soit la manière dont on perçoit l'Iran, tout le monde comprend qu'il n'y avait aucune raison d'attaquer l'Iran à ce stade. D'ailleurs, cela a aussi été reconnu par les services de renseignement américains. L'Occident commence à comprendre que nous suivons une mauvaise voie avec cette guerre. Cette guerre pourrait peut-être aider l'Occident et les Européens, dans une certaine mesure, à mûrir. Et quand je dis les Européens, je ne parle pas de l'Union européenne, parce que eux, ils n'ont encore rien compris. Mais certains pays, individuellement, commencent sans doute à comprendre. On parle de l'Espagne, peut-être de l'Italie, peut-être d'autres, qui commencent à se dire qu'il serait sans doute temps de revoir notre perception de ce qu'est vraiment l'Iran. Bien sûr, il y a encore toutes ces accusations sur les meurtres de janvier et tout le reste. Mais plus le temps passe, plus on comprend que tout ça a été monté de toutes pièces. C'était une mise en scène des États-Unis. Et en plus, tout a été largement exagéré. Par exemple, les 30 000 morts, c'était très exagéré. Donald Trump a dit 45 000, 40 000. Il est juste en train de mettre à jour les chiffres. Said 45, 40,000. Colonel, he's just updating. Oh yes, no. On the Swiss TV, they said 50,000. Ah oui. Non. À la télévision suisse, ils disent 50 000. Donc vous voyez, il n'y a pas de limite. On ne sait même pas d'où ils sortent leurs chiffres. Mais plus il y en a, mieux c'est. Tout ça, c'est du faux, le genre de désinformation qu'on trouve dans les médias d'État. La Suisse en est un bon exemple, mais d'autres font pareil. J'encourage les gens à aller voir. Il y a The Grey Zone, qui a fait des recherches sur cette histoire des 30 000 morts. Et je conseille vraiment d'aller voir d'où viennent ces 30 000. Vous allez être surpris. Les gens commencent à s'en rendre compte, et nous aussi. On réalise que les alliés qu'on croyait solides ne le sont pas. Pas du tout. In fact, nothing. They don't represent anything. They have nothing. Ils ne représentent That probably another way is possible. It's not just we don't need to be aligned with the US. Ce n'est pas seulement qu'on n'a pas besoin d'être aligné sur les États-Unis. Et sans doute, l'exemple de l'Espagne vis-à-vis d'Israël en est une très bonne illustration.
C'est un État qui dit « Non, nous, on ne va pas dans cette direction. Ce n'est pas notre vision, ce n'est pas comme ça qu'on conçoit la coopération. » Et nous n'avons rien en commun avec des gens qui essayent de détruire les statues de Jésus-Christ ou qui tuent des enfants par plaisir, comme l'a dit, d'ailleurs, un général israélien. Il a reconnu qu'il craignait de voir l'armée israélienne tuer des enfants comme un passe-temps. Et ça a provoqué un tollé en Israël. Mais encore une fois, ça vient d'un général israélien, pas de moi. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'on s'éloigne toujours un peu plus des valeurs initiales qu'on avait peut-être dans les années 50 ou 60. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est devenu extrême. Alors, pourquoi continuer dans cette direction? Et ça, c'est à propos d'Israël. Mais en même temps, ça peut aussi expliquer pourquoi on agit comme ça avec l'Iran. D'ailleurs, on voit de plus en plus de gens dans les médias, je parle des grands médias, qui adoptent une position différente vis-à-vis de l'Iran. Au début, dès qu'on parlait de l'Iran, tout le monde disait « oui, mais les femmes en Iran ». D'accord, mais les femmes en Iran, et alors? Qu'en est-il des femmes en Corée du Sud ou des femmes en Arabie Saoudite? Pourquoi ne sommes-nous pas aussi soucieux de protéger ces femmes-là? Pourquoi se concentrer uniquement sur l'Iran? Et de plus en plus de gens commencent à le dire. Ce qui veut dire, à mon avis, que la perception de l'Iran est en train de changer. Mais ça prendra du temps. Ça ne va pas arriver dans les prochains jours. Mais les choses changent. Et je pense que c'est une source, disons, d'un certain espoir. Parce que ça veut dire que les gens remettent en question l'Iran, la politique qu'on a eue jusqu'ici avec l'Iran, et le fait qu'on ait mis ce pays à l'écart. Et on voit d'ailleurs une situation un peu similaire, même si c'est moins évident, mais on retrouve la même chose avec la Russie. Parce qu'on voit bien que c'est un autre conflit sans solution et qu'à un moment donné, il faudra bien parler avec les Russes. Donc, c'est sans doute le bon moment pour réfléchir à de meilleures relations. En plus de ça, la logique derrière la façon de penser vis-à-vis de la Russie, c'est aussi lié au coût de l'énergie. Et maintenant, on voit bien, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, mais que les gens ne veulent pas comprendre. L'Europe ne dépend pas de la Russie, elle dépend de l'énergie. Et c'est exactement ce qu'on voit avec ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et avec la Russie en même temps. Aujourd'hui, tout le monde, enfin toute l'Europe, dépend des États-Unis. Et les États-Unis, eux, fixent leur prix. Ce qui veut dire qu'au final, l'Europe est perdante dans toute cette affaire. Et elle est perdante parce qu'elle refuse de parler avec les autres. C'est là le vrai problème. Et les gens commencent à s'en rendre compte. Donc, cette guerre pourrait, au départ, elle pourrait amener certains à l'Ouest à se dire que mener des guerres permanentes, ce n'est sans doute pas la meilleure solution. Qu'il serait probablement plus utile de miser sur le dialogue, d'améliorer la qualité des échanges commerciaux, la qualité des relations diplomatiques, et qu'ainsi, on résout à peu près tous les problèmes. Et ce serait simple, parce que tous ces conflits, tous, à 100%, viennent de l'Ouest. C'est nous qui avons déclenché toutes ces guerres, bêtement, sans objectif, sans stratégie, sans même savoir comment en sortir. Ça a été le cas en Libye, ça a été le cas en Syrie, en Afghanistan, c'est le cas en Iran aujourd'hui, ça a été le cas en Irak. En fait, c'est le cas partout. Nous avons déclenché des conflits sans même avoir la moindre idée de la façon dont nous en sortirions. Résultat, il y a plus d'immigration. Nous avons rendu tout le Moyen-Orient invivable. Et nous avons créé des situations où toutes ces personnes n'ont d'autre choix que de venir en Europe pour travailler, pour vivre, simplement pour survivre.
Et maintenant, on a des pays comme la Suède, l'un des pays les plus stupides, à mon avis, parce qu'ils ont fait venir tous ces Syriens, tous les extrémistes. Ils ont accueilli tous les islamistes. Et maintenant, 10 ans plus tard, ils s'en rendent compte et essayent de les expulser. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont eux-mêmes mis en place un cadre institutionnel qui les en empêche. Donc oui, tous ces problèmes, c'est nous qui les avons créés. We have created all these problems. They were unnecessary problems, regardless of how C'était des problèmes inutiles. Peu importe comment on évalue ou comment on juge ce pays, son gouvernement, ou la gouvernance en général de tel ou tel pays. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que toutes ces guerres ont été des échecs. Elles n'ont rien amélioré. Elles ont empiré la situation, aussi bien pour les pays eux-mêmes que pour la région, et même pour l'Europe. Peut-être que, dans le cas de l'Iran, parce que c'est un pays puissant et parce que les conséquences d'un conflit là-bas seraient énormes, l'Occident commencera à comprendre. Quand je dis l'Occident, je parle surtout des Européens, parce que je ne suis pas sûr que les Américains puissent comprendre ça. Enfin, beaucoup d'Américains le comprennent, mais pas ceux qui entourent Donald Trump. Et ça, c'est un vrai problème. Mais au bout du compte, quand on regarde, par exemple, les auditions qui se tiennent dans les différentes commissions du renseignement, comme la commission spéciale du Sénat sur le renseignement et d'autres, eh bien, on se rend compte que surtout chez les démocrates, ceux qui ont déclenché tant de guerres, il y a enfin une prise de conscience des conséquences. Encore une fois, c'est très difficile de dire combien de temps cette expérience et les leçons qu'on en tire vont durer. Mais à ce stade, les gens commencent à comprendre que toutes ces guerres qu'on a menées n'ont été qu'un immense gaspillage. Gaspillage d'argent, d'énergie, de vie humaine, de tout en fait. Elles n'ont rien apporté, même pas d'ailleurs au complexe militaro-industriel. Ils ont sans doute gagné quelques milliards, oui, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Nous avons perdu bien plus que ce que nous avons gagné dans tous ces conflits. Voilà comment je vois la situation. Carl, before wrapping up, I think we have to talk about what Israel is doing in southern part of Lebanon. And they're creating a yellow line as they did in Gaza, and they're trying to achieve what they couldn't achieve on the battlefield. They couldn't defeat Hezbollah in the southern part of them. That's why they're drawing this yellow line. If they cross this yellow line, they're going to be hit, they're going to be killed. Et on parlait des gens qui ont été chassés de chez eux. Et maintenant, Israël dit simplement qu'ils ne pourront pas revenir. Comment tu vois la situation là-bas? And how do you see the situation there? Eh bien, d'abord, il faut comprendre que la frontière entre Israël et le Liban, ce n'est pas une seule frontière. Il y en a plusieurs. La première, c'est la ligne de cessez-le-feu. En réalité, parce qu'Israël n'a pas de frontière. Je le rappelle, Israël n'a pas de frontière. Il n'a qu'une ligne de cessez-le-feu, une frontière tolérée, en quelque sorte. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est celle qui a été tracée dans les années 20, quand les Français et les Britanniques, après l'accord Sykes-Picot, ont découpé le Moyen-Orient. Et puis, il y a une troisième frontière, celle que les Israéliens ont dessinée lorsqu'ils ont envahi le Liban. Ils n'ont jamais quitté 100% du territoire libanais. Ils ont gardé certaines zones et ils ont redessiné une nouvelle frontière. C'est la frontière qu'ils ont eux-mêmes tracée. Et d'ailleurs, cette frontière, dessinée par les Israéliens, c'est la raison d'être du Hezbollah. C'est très important de le dire, parce que le Hezbollah existe tant qu'il y a une occupation israélienne au Liban. Et ça, c'est depuis 1982. En gros, même si le Hezbollah a été créé en 1985. Je veux dire, contrairement à ce que certains affirmaient, que c'était en 82. C'est faux. En 1982. Et je le sais parce que j'étais dans le renseignement à cette époque, on suivait tous ces groupes au Liban.
Et il n'y avait pas de Hezbollah à ce moment-là. Le Hezbollah est apparu en 1985. Point final. Et c'est bien ça, la raison d'être du Hezbollah, la présence israélienne. Le Hezbollah a toujours dit que le jour où Israël et la menace israélienne n'existeront plus, il pourra se retirer et transférer la responsabilité à l'armée libanaise. C'est donc la troisième ligne. Celle-là, c'est celle que les Israéliens ont tracée après l'occupation. Et puis, il y a une autre ligne, une autre frontière qu'on appelle la ligne bleue. C'est une zone définie par la FINUL pour les Nations Unies, censée servir de zone tampon pour éviter que les Libanais soient en contact direct avec les Israéliens. Le problème, c'est que cette ligne bleue tient compte de la nouvelle frontière tracée par les Israéliens. Et c'est pour ça que la logique, ou disons la légitimité de cette ligne bleue n'est pas complètement comprise, ni vraiment acceptée au Liban. Et maintenant, on voit les Israéliens ajouter une nouvelle frontière, ce qu'ils appellent la ligne rouge. Le problème ici, c'est qu'Israël considère que le Sud-Liban lui appartient. Et ça, c'est un vrai problème. Ça a été dit à plusieurs reprises. Ils considèrent la frontière, ou plutôt le territoire libanais qui s'étend jusqu'au fleuve Litanie, comme israélien. Ils l'ont dit, et plusieurs rabbins ont même déclaré qu'il fallait s'y déployer et y créer de nouvelles colonies, que ce n'est pas un pays arabe, mais un territoire juif. Voilà, c'est tout le fond du problème. Et l'appétit israélien s'étend aussi à la Syrie. Le Golan en est un bon exemple. Son annexion n'a été reconnue que par Donald Trump, d'ailleurs, parce qu'au niveau international, le Golan n'est pas israélien. Le Golan reste officiellement un territoire syrien. Et puis, il y a bien sûr le territoire palestinien. Je dis bien territoire au singulier, comme l'a décidé la Cour internationale de justice, qui comprend la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. C'est donc un seul territoire, divisé en trois, si l'on veut. Et là encore, on voit cet appétit insatiable d'Israël qui veut annexer tous ces territoires. Nous sommes ici complètement en dehors du droit international. Encore une fois, ce qu'on a vu au Liban depuis le début des années 80, c'est l'invasion du pays par Israël, ce qui a créé les conditions pour l'émergence du Hezbollah. Mais toute cette situation, à la base, vient de l'agressivité d'Israël. Aujourd'hui, les gens commencent à le comprendre, parce qu'en Europe, beaucoup de personnes ne sont pas encore très familières avec l'idée d'un territoire palestinien ou d'un État palestinien. Mais le Liban, lui, est un État reconnu. Donc, quand Israël attaque un État reconnu, un membre des Nations Unies, et d'ailleurs, la Palestine aussi est un État, elle aussi est représentée aux Nations Unies. C'est important de le rappeler. Mais bon, beaucoup de gens considèrent encore que ce n'est pas vraiment un État. En tout cas, le Liban, lui, est un État que tout le monde reconnaît comme tel. Et donc, on a les Israéliens qui envahissent un pays souverain et qui l'occupent. Le problème, c'est que là-bas, on a une force de maintien de la paix, la FINUL, qui comprend notamment un contingent français, assez important d'ailleurs. Mais ils ne font rien. Je veux dire, c'est l'incapacité de la FINUL à résister aux attaques israéliennes depuis des années. Même quand les Israéliens ont directement visé des positions de la FINUL, des positions de l'ONU, y compris avec de l'artillerie. Le cas célèbre de Cana, je ne me souviens plus exactement de l'année, mais il y a eu ce cas fameux où les Israéliens ont commencé à bombarder une position de l'ONU, tuant plusieurs civils et casques bleus d'ailleurs. Et maintenant, ils ont recommencé parce qu'il y a eu une embuscade que les Français attribuent au Hezbollah.
Mais si vous regardez la carte, il n'y a absolument aucune raison pour que le Hezbollah soit à cet endroit. Pour moi, c'était une embuscade menée par des forces de reconnaissance israéliennes qui se trouvaient juste au-delà de la ligne jaune, d'ailleurs. Et la fusillade a eu lieu exactement à la frontière, sur la ligne jaune. Un soldat français a été tué là-bas. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'Israël n'a jamais considéré les forces de l'ONU comme un obstacle et que l'ONU n'a jamais vraiment tenté de résister aux attaques israéliennes. Vous savez, il faut comprendre que l'espace aérien libanais est violé plusieurs milliers de fois par an. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, parce que bien sûr, ça change chaque année. Mais les données que j'avais parlaient d'environ 6000 violations par an. Et ils accumulent énormément d'heures parce qu'ils ont des drones de surveillance et ce genre de choses. Donc Israël ne se soucie absolument pas de la souveraineté de ses voisins. Et encore une fois, le problème, c'est que le Liban, surtout l'armée libanaise, est probablement tellement corrompue qu'elle n'est pas capable, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a le Hezbollah. Parce que l'armée libanaise est complètement corrompue et n'a pas été en mesure de défendre le Liban. Le pays et le Hezbollah est une force mieux motivée, mieux organisée, mieux commandée. Et c'est pour ça que le Hezbollah est aux commandes. Et c'est aussi pour ça que le Hezbollah a toujours dit, le jour où l'armée libanaise sera en mesure de reprendre le relais, eh bien, on lui remettra le contrôle. Le Hezbollah n'a pas l'intention de rester ici comme principale force de défense du Liban. Ils sont prêts à remettre la responsabilité à l'armée libanaise. Mais le problème, c'est que tout le système est tellement corrompu qu'il ne tient pas debout. Et c'est toute la situation. Encore une fois, on revient toujours au même problème. Si Israël respectait le droit international, tout serait réglé au Moyen-Orient. Israël serait en paix. Israël pourrait se développer normalement. Ses voisins aussi pourraient se développer normalement. On arrêterait d'avoir des gens qui commettent des actes de terrorisme ou des attaques. Parce que ceux qui se tournent vers la violence, ce sont souvent des gens qui ont été expulsés de leur propre pays, de leur propre région. Regardez ce qui se passe en Cisjordanie. Il y a une décision de la Cour internationale de justice, datée du 19 juillet 2024, qui déclare la présence israélienne en Cisjordanie illégale. Point final. Toute la présence, colons, non-colons, militaires, tout ce que vous voulez, tout ce qui est israélien en Cisjordanie est illégal. Et cette même décision de la Cour internationale de justice a demandé à la communauté internationale d'aider Israël à résoudre ce problème. Mais aucun pays occidental n'a essayé de le faire. Personne n'ose aller voir Israël comme on irait voir un vieil ami et lui dire « Eh bien, tu as un problème ». Je vais vous aider à résoudre ce problème. Maintenant, vous évacuez les territoires que vous êtes censés évacuer et on règle votre problème. On vous aide aussi à régler l'autre problème, celui de toutes ces personnes, parce que toutes ces personnes, probablement autour d'1 million de gens qui s'installent illégalement en Cisjordanie, doivent partir. Point final. Mais encore une fois, vous pourriez faire exactement la même chose avec le Golan, exactement la même chose avec le sud du Liban, exactement la même chose avec Jérusalem-Est et exactement la même chose avec Gaza. Donc, tant qu'Israël ne respectera pas le droit international, on aura des problèmes dans la région. Point final. Oui, merci beaucoup, colonel, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Merci.